Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le Cercle Aristote est ravi de vous retrouver pour son émission Twitch en présence de Monsieur Horace Veillant, doctorant en quatrième année et enseignant-chercheur, qui va vous faire une petite conférence présentation sur les technologies immersives et le métaverse. Avant tout, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en allant sur notre Twitch, en vous inscrivant, en faisant un petit don, en allant sur notre site internet www.cerclearistote.fr, car actuellement nous sommes en campagne promotionnelle pour les fêtes jusqu'au 31 janvier. Et si vous voulez poser des questions à notre invité, je vous précise qu'il faut mettre la mention question devant cette dernière, de préférence en majuscule, afin que notre cher Chando puisse les remarquer. Monsieur Veillant, je vous laisse le flambeau. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, merci au Cercle de me recevoir pour cette conférence slash présentation. Je vais me représenter rapidement, mais Horace Veillant, doctorant en quatrième année, spécialisé dans les technologies immersives et particulièrement la réalité virtuelle. Ce soir, je compte vous faire une petite introduction aux technologies immersives et parler un petit peu de métaverse. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Et je crois qu'en plus, la vidéo est sortie lundi. Comment, en fait, cette présentation m'a été inspirée, c'est en écoutant Pierre-Yves, lors du dernier entretien, du dernier grand entretien, a fait une petite passe, une petite pique même, sur la conception des métaverses et décrivait ça, en fait, dans mon souvenir, j'ai pas les mots exacts, comme étant quelque chose orienté purement pour la consommation, la vision parfaite du mitard. Je crois que c'était quelque chose dans cet ordre-là. Et en fait, en écoutant ça, j'ai réalisé quand même qu'il y avait quand même un fossé entre la vision que nous, chercheurs en réalité virtuelle, on essayait de faire avancer, parce qu'il y a quand même un gros tissu de recherche orienté réalité virtuelle, réalité augmentée et technologies immersives en France, et la vision proposée en fait un petit peu par bon, disons rapidement par Meta et Microsoft par exemple, pour ne citer que. Et donc je me suis dit que ça serait sympathique et très intéressant de faire une petite présentation sur tout ça pour un petit peu poser les bases. Donc c'est ce que je me propose de faire dans un exercice qui n'est pas forcément un exercice dont j'ai l'habitude, mais que j'essaierai de mener au mieux. Donc cette présentation ne se voudra pas exhaustive, on y serait encore au milieu de la nuit, je pense, si, si on devait faire ça. Et elle partira probablement un petit peu tous azimuts, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à aborder. Mais en tout cas, ce que je veux vous proposer, c'est un rapide tour d'horizon d'un domaine qui est quand même en pleine extension, et dont vous entendrez probablement souvent parler dans les prochaines années, que ce soit pour les technologies immersives, réalité virtuelle et réalité augmentée, et aussi très probablement pour la notion de métavers. Alors, pour le plan que je me propose de vous présenter, commencer déjà par une rapide définition des termes, une définition définition de travail des grands pôles structurants de ce domaine des technologies immersives. Continuer avec un rapide historique de ces technologies, particulièrement par le prisme des œuvres de fiction et des grands jalons en fait qui ont, en termes d'innovation et de recherche, qui ont fait que le domaine en est arrivé là où il est aujourd'hui. Faire une petite veille des technologies actuelles et des différentes applications. Je vais plus essayer de pas faire vraiment catalogue, mais vraiment essayer de vous transmettre un petit peu ce que les applications, euh, quels débouchés, on va dire, quels débouchés industriels et en termes d'entreprise et de projets ont ces technologies-là. Et après les différentes applications déjà existantes, quelques pistes en fonction des grandes tendances que je vois moi personnellement dans la recherche actuellement. Donc, ça sera une partie prospective et un petit peu ouverture, avec un fort parti pris qui sera le mien en tant que spécialiste d'une très légère
partie de ce domaine et qui fait que je vois les choses telles que je les vois. Et un petit peu ce dans quoi l'argent est investi aussi. Et enfin, ce qui constitue, selon moi, et j'essaierai quand même d'étayer un petit peu en termes de sources, les grandes problématiques de ces technologies en termes d'éthique, sur le plan sociétal, et si on a le temps, rapidement à la fin, d'évoquer aussi l'aspect politique. Alors, tout d'abord, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métavers, les métavers, qu'est-ce que c'est? Une première tentative de définition. Normalement, quand je parle de métavers ou des métavers, la première chose qui arrive, c'est grâce à votre imagination et un petit peu l'imaginaire collectif. Le métavers, ça constitue une sorte d'internet immersif, parfois proche de l'utopie, comme on peut le voir dans certaines œuvres de fiction, ou d'autres proches de la dystopie, qui mettrait en fait en connexion tout un ensemble d'utilisateurs, un petit peu à la façon d'un MMORPG, alors d'un jeu de rôle en ligne multijoueur pour les profanes. Sauf que, à la différence d'un MMORPG, on ne passe plus par des écrans avec des claviers et des souris, mais l'interface médiane ici sont des technologies immersives qui nous permettent de ressentir, sensoriellement parlant, une richesse d'informations beaucoup plus étendue. Alors, la réalité virtuelle est souvent liée dans l'esprit général, on va dire, à la conception du métaverse. Premièrement, parce que c'est comme ça que ça a été présenté assez régulièrement dans les œuvres de fiction, mais c'est pas forcément à tort. C'est pas forcément à tort. Par contre, quand on parle de réalité virtuelle, on va plus parler de technologie, tandis que les métaverses, en fait, seraient l'aboutissement à travers l'utilisation de ces technologies de réalité virtuelle. Et pour la réalité virtuelle, les technos immersives, donc, c'est celles qui vont nous plonger dans des environnements virtuels qui vont potentiellement nous couper du monde réel. Alors, avec les quelques petites illustrations que je vous ai mises ici, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de technologies à base de casques. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la direction que prend la réalité virtuelle, ce qu'on appelle les HMD, Head Mounted Display. J'utiliserai simplement le terme de casque de réalité virtuelle. C'est comme ça que ça a repris. On en parlera un petit peu dans l'historique, et c'est la forme la plus générique, mais il y a d'autres technologies qui existent et on en verra quelques-unes. Il y a une autre notion qu'il me faut aborder aussi, qui est assez mise en lien avec le métaverse, peut-être pas dans l'imaginaire collectif, peut-être pas dans les termes qu'on utilise, qu'on voit dans la presse non spécialisée, mais dans les cercles et dans les circuits qui sont proches de l'industrie, ça revient très régulièrement, c'est la notion de Web 3.0, qui peut en fait être liée aux technologies immersives, que ce soit la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, ou même au métaverse, mais c'est quand même quelque chose de différent. On parlera un petit peu aussi historique du web très très rapidement, mais en gros, le web est arrivé milieu des années 90 sous forme de texte. Il y a eu la deuxième génération du web qui a commencé à intégrer des images et beaucoup de vidéos. C'est celle sur laquelle on a tous vraiment commencé à utiliser à travers YouTube, les réseaux sociaux ou autres. Et le Web 3.0 se voudrait la continuité de ce projet de l'Internet à travers un Internet sémantique. Donc en fait, un sémantique parce qu'il contiendrait des technologies qui permettraient de comprendre le sens et le contexte des contenus du web. On aurait aussi énormément de machine learning, d'objets connectés, et donc forcément de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc c'est pas différent, enfin c'est pas totalement immiscible, mais c'est pas exactement la même chose. Et donc, comme je vous disais, voilà, beaucoup de casques quand on parle de réalité virtuelle, et aussi la notion de réalité augmentée. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus concret pour les gens la plupart du temps quand je prends cet exemple-là. Vous connaissez tous très probablement Pokémon Go, qui est une des applications qui a vraiment qui a vraiment marché et fait marcher la réalité augmentée. La réalité augmentée, donc, qui est un autre aspect des technologies immersives, euh, où en fait là, comme vous pouvez le voir, qui a permis de rendre possible pour moi, mais je pense pour beaucoup d'autres jeunes de notre génération,
a rendu possible le fait de tout plaquer son boulot et de venir dire à sa maman, allez, je m'en vais, je deviens dresseur Pokémon, je pars à l'aventure. Mais être capable d'introduire des notions virtuelles en fait dans le monde réel. Donc ça pourrait être un assez bon résumé. Si je mets ça en termes concrets et que j'essaie de récapituler un petit peu, donc on va discuter de toutes ces notions dans cette présentation. N'hésitez pas après coup si vous avez des questions pour qu'on revienne un petit peu sur les définitions, c'est toujours assez utile en fait quand on est d'accord sur les termes. Mais la réalité virtuelle en fait serait une technologie qui permet de créer une expérience immersive donc dans un monde virtuel, donc un monde créé, en utilisant des technologies telles que des casques et des accessoires, d'autres accessoires, pour simuler cet environnement virtuel qui va s'inspirer du monde physique. La VR donc, est basée sur l'idée de créer une expérience de réalité alternative. C'est encore une technologie en évolution, évidemment. La réalité augmentée, quant à elle, c'est un petit peu l'inverse. On va essayer de superposer des couches d'informations et des images virtuelles sur la réalité en utilisant des médias comme, enfin des dispositifs médians comme des écrans, des smartphones, des tablettes, voire des lunettes de réalité augmentée. On passera en revue quelques-unes de ces technos. C'est assez utilisé, et ce depuis déjà plusieurs décennies maintenant, pour ajouter des informations et des contenus supplémentaires sur des interfaces, pour améliorer la compréhension de l'utilisateur de ces interfaces ou ce genre de choses. Pareil que la réalité virtuelle, c'est encore en pleine expansion, mais c'est déjà un petit peu plus mature. Alors, le métavers, quant à lui, je vais parler, en fait, déjà dans mes définitions, je vais distinguer le métavers, que je vous propose en définition juste ici, et les métavers. Le métavers, en fait, ça serait l'idée, le concept qui permettrait d'aboutir à un espace virtuel persistant, tridimensionnel. C'est un petit peu une projection de fantasme pour certains, la révolution industrielle de demain, dans laquelle, en fait, on ne pourrait plus vraiment distinguer la réalité de la virtualité, où les possibilités d'interaction seraient au moins aussi riches que la réalité, voire encore plus riches, qui seraient persistants, donc ça veut dire que les changements qui seraient faits au sein de ce métavers resteraient constants dans le temps, tridimensionnels, bon, oui, enfin, qu'on puisse se déplacer en 3D et interagir en 3D, évidemment, et interopérable dans le sens où déjà les gens devraient pouvoir utiliser plusieurs systèmes, idéalement, et qu'on puisse, qu'on puisse être en réseau, en fait. Donc, comme je vous disais, c'est un concept, c'est une idée. On n'a aucune idée encore si cette technologie, elle adviendra un jour. Donc, quand on vous parle du métaverse et qu'on vous dit que c'est une réalité, déjà, vous pouvez tiquer. Vous pouvez tiquer. Et de tout temps, il n'y aura aussi toujours qu'un seul métavers, enfin que le métavers, tout comme on parle d'Internet. Par contre, autant on parle d'Internet, autant on peut distinguer les Internets. L'Internet français, jeuxvideo.com, un aspect des réseaux sociaux, l'Internet chinois. Et donc, je vais distinguer le métaverse, comme je vous disais, des métaverses. Et en fait, les métaverses ne seraient que des instanciations ou des implémentations particulières des principes du métavers. Donc, dans le métavers, il pourrait exister une multitude d'espaces plus ou moins ouverts, plus ou moins connectés entre eux, qu'on nommerait du coup, de manière tout à fait logique, des métavers avec un M minuscule, et en fait, qui s'inspirait totalement de ce que je vous ai décrit pour le concept parfait du métavers, mais avec les technologies disponibles sur le moment, et donc peut-être plus imparfaites aussi. Alors, après ce temps un petit peu long mais nécessaire de définition, faisons un bref historique de la notion de métaverse, de la notion de réalité virtuelle, des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Comme je vous le disais, je vais essayer d'expliquer ça à travers les jalons innovants de ces technos-là et l'aspect fiction.
parce que l'aspect fiction a énormément inspiré et a énormément aidé les différents chercheurs, les a, ouais, comme je vous dis, inspirés à proposer de nouvelles solutions à partir des œuvres de fiction imaginées. Et certains des concepts, comme celui du métavers, est d'abord apparu dans la fiction. On en reparlera rapidement derrière. Donc, bon, en termes de fiction, je pense que vous en voyez tous un certain nombre. La plupart, certains ont grandi avec. D'autres sont... Alors oui, je vous ai mis Inception aussi. Inception ne parle pas vraiment de réalité virtuelle ou de métaverse à proprement parler, mais en fait, cette notion de différentes couches de réalité, et donc en fait, ces différents niveaux de virtualité, nous, c'est plutôt de ce prisme-là qu'on le considère, fait qu'on avait déjà cette notion de perte de contact un petit peu avec le réel, qui nous intéressera un petit peu par la suite. Je finis par Star Trek. Je vous en ai mis un aussi qui est encore plus éloigné de tout cela. C'est le film Avatar, dont on m'a dit d'ailleurs que le 2 était très très mauvais. La notion d'avatar, en fait, va être très très utile dans toute cette présentation. C'est une notion qui me paraît primordiale si on veut vraiment discuter sérieusement de ces technologies immersives. En fait, qu'est-ce que c'est un avatar? Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, vous le savez. Mais quand on s'immerge dans un environnement virtuel, hein, que ce soit même juste à travers un écran, ou a fortiori sur des technos encore plus immersifs comme les technologies de réalité virtuelle, on a besoin, pour naviguer et pour interagir avec l'environnement, d'une représentation virtuelle de nous-mêmes, donc de l'utilisateur, au sein de cet environnement. Vous utilisez tous les jours des avatars très simplistes ou plus élaborés. Déjà quand vous êtes sur Discord, par exemple, ou sur Twitch, ou rien que quand vous lancez votre ordinateur, votre souris, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je sais, mais votre souris est votre avatar. Elle vous permet d'interagir et vous avez l'opportunité d'exercer un contrôle moteur sur cet avatar. Donc, cette notion va être utile par la suite, on en reparlera un petit peu plus loin. Au niveau des premiers jalons technologiques, bon, on pourrait faire remonter l'histoire de la réalité virtuelle très très loin, jusqu'à l'Antiquité. On pourrait parler chez les Grecs des lotophages, ou la cave des nymphes, par exemple. Alors, les lotophages, c'était cette île qu'Ulysse avait abordée et sur laquelle, si on consommait je ne sais plus quelle plante, je crois le lotus, on, on tombait dans un état de rêve dont on ne voulait plus partir. Mais bon, je vous l'accorderai volontiers, c'est un petit peu tiré par les cheveux de vouloir faire une passerelle entre la notion de réalité virtuelle et ce genre de mythe. Mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu ça. L'homme a toujours rêvé la possibilité d'un monde où les limitations physiques en fait seraient abolies et où s'épanouiraient un petit peu les possibles, les plus fous, quoi. Et concrètement parlant, si on arrive sur des technologies bien concrètes, la première expérience immersive qu'on pourrait aujourd'hui qualifier rétrospectivement de réalité virtuelle a été proposée, en fait, c'est celle que je vous mets sur la slide juste ici, a été proposée par Morton Heilig, qui était un cinéaste à la base et un petit peu inventeur à ses heures perdues. Et il propose à ses amis, son cercle d'amis, et après dans dans un truc un peu plus public, l'expérience Sensorama, donc qui est une rapide expérience en moto et qui fait avec des retours, donc qui fait bouger le siège que vous pouvez voir un petit peu, qui fait un petit peu bouger le truc et qui fait défiler aussi en 3D, enfin en 3D, en une 3D approximative, le paysage. Ça, c'est en 1962. À peu près au même moment, on a celui que dans notre domaine on qualifie vraiment comme le père de la réalité virtuelle, qui est Ivan Sutherland. Et donc la même année, en 1962, ce gars-là rédige un essai fondamental sur tout ce qui est technologie immersive. Il parle pas, on n'a pas encore les termes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, mais en tout cas, il qualifie les choses dans des termes très très proches. Je me suis mis un petit extrait que je vais vous lire, alors je vais essayer de ne pas être trop barbant, mais nous vivons dans un monde physique dont nous avons appris à connaître les propriétés par une longue familiarité.
nous ressentons une implication avec ce monde physique qui nous donne la capacité de bien prédire ses propriétés. Par exemple, nous pouvons prédire l'endroit où les objets vont tomber, l'aspect des formes connues, sous d'autres angles, et la force nécessaire pour pousser des objets contre la friction. L'affichage ultime serait bien sûr une salle dans laquelle un ordinateur peut contrôler l'existence de la matière. Une chaise présentée dans une telle pièce serait suffisamment bonne pour que l'on puisse s'y asseoir. Avec une programmation appropriée, une telle exposition pourrait littéralement être le pays des merveilles dans lequel Alice est entrée. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous décrivais, l'idée d'une virtualité aussi réelle que la réalité. Et quelques années après, il propose un premier prototype, donc toujours la même personne, Ivan Sunderland. Il invente un dispositif que je vous ai représenté ici, qui s'appelle l'épée de Damoclès, Sword of Damoclès. On considère que c'est le premier casque de réalité virtuelle. Donc, c'est un casque qui proposait un affichage stéréoscopique. Donc, stéréoscopique, ça veut dire que chaque œil a une image différente, ce qui est le cas en fait dans la réalité. Hein. Chacun de votre œil droit n'a pas la même vue que votre œil gauche, mais en fait, votre cerveau fait la synthèse de ces deux images. Et bien là, et c'est ce que font aujourd'hui les casques de réalité virtuelle. C'était le cas sur ce premier prototype, l'épée de Damoclès. Donc, l'affichage monté sur la tête était relié à un dispositif suspendu au plafond qui pouvait transmettre des graphiques générés par ordinateur aux lunettes. Pourquoi Sword of Damoclès? Parce qu'en fait, le dispositif qui était relié au plafond pesait un peu plus de 300 kg. Et en cas de défaillance, 300 kg directement dans les cervicales, un allié direct pour le monde virtuel ou le monde d'après, quelles que soient vos croyances. Et quand même, à noter que le système pouvait suivre le mouvement des yeux et de la tête. Donc, c'est relativement abouti pour l'époque. Ensuite, on a quelques avancées technologiques par-ci par-là, principalement dans les années 80. Je fais un petit détour sur ce que vous voyez à gauche, Artificial Reality, écrit par Myron Kruger fin des années 70, comme vous pouvez le voir. C'est la première fois que le terme de réalité virtuelle apparaît dans une série de bouquins de science-fiction qui, ouais, c'était de la science-fiction un petit peu artistique où en fait les gens essayaient d'interagir avec des environnements virtuels, avec des mouvements du corps en fait. Le terme du coup apparaît en 1979, mais il se popularise vraiment courant des années 80 avec le gars que je vous ai mis en photo sur la droite, qui s'appelle Jaron Lanier, qui est en fait qui a créé sa start-up. On disait pas start-up à l'époque. Il a créé son entreprise qui s'appelait VPL Research et qui commençait en fait à produire les premiers composants de réalité virtuelle pour le grand public, que ce soit des gants, que ce soit des logiciels. Il avait d'ailleurs proposé sa propre librairie graphique 3D pour coder et développer des applications en réalité virtuelle. Et c'est vraiment lui le premier qui a commencé à réussir à commercialiser ce genre de choses. Et l'intégralité des produits qu'il proposait s'intégraient, étaient relativement interopérables dans leur conception et dans leur mise en place. Donc c'est un petit peu le père de la VR commerciale, disons. Quand on regarde l'image, on se rend compte quand même que visuellement, ça pique les yeux quand même un petit peu. Enfin, moi, personnellement, on m'immerge dans un truc comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai envie de rester très longtemps dans l'environnement virtuel quand même. Le début des années 90 voit les premières tentatives de commercialisation grand public, on va dire clé en main. Je vous en ai mis deux exemples particuliers, on pourrait en trouver d'autres. Un premier, sur la gauche, proposé par Virtuality Group. Donc c'était plus orienté arcade et donc pour des salles de jeu en fait. J'ai fait l'effort d'aller vous retrouver une affiche d'époque. Vraiment, si cette affiche ne vous rend pas nostalgique des années 90, je ne sais pas ce qui peut le faire. Tout est magnifique dans cette affiche, jusqu'au poisson, au t-shirt jaune trop grand. Enfin bref, pas vraiment là pour parler de ça. Ce premier prototype, grand public, on va dire, a pas si mal marché. Les retours critiques étaient assez bons.
mais ça coûtait encore très très cher. Ce que je vous disais, le public visé, hein, c'était des salles d'arcade, donc il y avait quand même des budgets plus importants. Et à droite, bah, la première tentative de Nintendo, en fait, pour s'insérer dans le marché de la réalité virtuelle, avec Virtual Boy en 1995, déjà quelques années après. Et là, par contre, c'est un gros flop. Déjà parce qu'en termes de technologie, en termes de pure performance, c'est médiocre comparé aux consoles qui proposent en parallèle. Et, encore une fois, la question du prix. À peu près au même moment, apparaissent les systèmes Cave. Alors Cave, c'est un acronyme dont la signification, je vous l'ai mise juste en dessous. Cave Automatic Virtual Environment. On parle toujours de Cave, et donc Cave, vous pouvez traduire littéralement ça par une grotte. Mais en fait, ce sont des systèmes de pièces immersives qui marchent sur des systèmes avec différents projecteurs, un projecteur par chaque mur. Je vous ai retrouvé d'ailleurs déjà ça, c'est à gauche l'image du premier Cave conçu en 92, et à droite l'image du brevet qui a été déposé à peu près à la même époque, je crois quelques années 94 si j'ai pas de bêtises. Les caves en fait avaient cet avantage de pouvoir traquer, enfin du coup suivre les mouvements de l'utilisateur beaucoup plus librement comparé aux technologies des quelques casques qu'on a vus précédemment, et avoir en fait une expérience beaucoup plus réaliste. Donc en fait, ça se rapproche de l'holodeck. Donc holodeck, c'était les pièces immersives de Star Trek. Et donc voilà, comme je vous disais, un système de rétroprojection sur les différents murs, la personne qui se tient au milieu de la pièce et qui a des lunettes pour visualiser en 3D. Alors je ne sais pas si ça rend très très bien sur la présentation de votre côté, mais si vous regardez précisément, vous allez voir en fait que c'est les mêmes effets qu'au cinéma 3D. En fait, deux images superposées, et avec les lunettes, vous avez donc la vision en 3D. Par contre, si vous regardez toujours aussi bien, vous vous rendez compte qu'on dirait que c'est un dessin qui a été fait par un gamin de quelques années, quoi. Sans offense pour les gamins de quelques années, parce que c'est quand même assez moche. Donc toujours sur des expériences déjà plus réalistes, mais en termes de visuel, pas si abouti que ça. C'est l'invention de ce genre de prototype répondait plus à un besoin de recherche et de recherche, donc recherche académique et de recherche industrielle. C'est aussi donc, de ce que je viens de vous dire, découle un autre fait, c'est que c'était très cher. Ce sont des prototypes, au bas mot, plusieurs centaines de milliers de dollars, voire quelquefois quelques millions pour les plus aboutis. Bon, j'ai très très peu parlé enfin, j'ai parlé exclusivement pour l'instant de réalité virtuelle. On va faire un rapide tour sur la réalité augmentée. La réalité augmentée, au final, c'est plus récent, on va dire, en termes de prototype et même en termes de vocabulaire. La première fois qu'on commence à entendre parler de prototype de réalité augmentée, c'est au début des années 80, et ça arrivera même d'ailleurs plus au début des années 90. Pour la petite anecdote, on raconte que le gars qui a inventé la réalité augmentée, c'est un lycéen de 17 ans qui a en fait installé un microprocesseur dans son sac à dos, l'a relié à du matériel photographique et connecté son ordinateur portable au microprocesseur pour superimposer en fait différentes couches des photos qu'il prenait directement sur son ordinateur portable. Alors, à quoi ça ne servait, l'histoire ne le raconte pas, mais ne serait-ce que 10 ans après, ces technologies ont été reprises en fait dans l'industrie aéronautique. Donc, le gars que vous voyez sur la gauche, Thomas Caudel, c'est la personne en fait enfin, inventé, qui a proposé le terme de réalité augmentée. Il était ingénieur chez Boeing. C'était en 92, non 90 pardon. Et en 92, on a le premier prototype, on va dire déjà plus industriel de réalité augmentée qui sort en fait, comme je vous disais, dans l'aéronautique à l'US Air Force. Donc c'était de la superimposition pour du cockpit. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails du prototype. Je pense que c'est pas la chose intéressante ici. Ce qui est par contre plus intéressant, c'est que là, on est en 92 sur ce premier prototype vraiment industriel et utilisable. 6 ans après, à l'échelle d'une technologie, 6 ans, c'est vraiment peu.
6 ans après, cette technologie de réalité augmentée faisait déjà ses débuts à la télévision américaine pour illustrer, je crois, une finale, ou enfin en tout cas des matchs de football américain pour, et ben en fait pour suivre des joueurs lors d'actions, faire apparaître des lignes de marquage, ce genre de choses. Aujourd'hui, des choses qui vous paraissent banales, comme on a pu le voir lors du mondial, par exemple, mais qui, quand même, à l'époque, était une innovation technologique très intéressante. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que la technologie de réalité augmentée est déjà beaucoup plus mature, parce qu'on la trouve beaucoup plus répandue dans des utilisations de tous les jours. Ce qui est un peu moins le cas quand même pour la réalité virtuelle. Donc, un petit historique de la réalité virtuelle, début des années 60 jusqu'aux années 90, les premières innovations et les premières commercialisations. Pour la réalité augmentée, un petit peu pareil, mais un peu plus tard, début des 80 jusqu'à la fin des 90, et déjà en 20 ans, on voit que la réalité augmentée avait déjà trouvé des segments industriels, enfin, pas forcément industriels, mais des utilisations commerciales. Il nous reste un petit peu à parler de la notion de métaverse. Je vais faire un petit peu l'inverse, mais c'est parce que historiquement, c'est comme ça que c'est arrivé. La notion de métaverse apparaît avant qu'on puisse qualifier toute expérience, tout produit comme un métaverse. Elle apparaît d'abord dans la fiction, donc un roman par Stephenson qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel en français. Si ça vous donne pas envie de le lire, je sais pas ce qui peut vous. En fait, dans cette œuvre de fiction, hein, qui reste une œuvre de fiction, un peu dystopique, le terme métaverse est utilisé pour qualifier un monde un petit peu sans loi, où les échanges en fait se font avec des monnaies électroniques, déjà les premières notions de crypto, et en fait où c'est les gens qui sont capables en fait de s'échanger ces monnaies-là remplacent progressivement les États, et auquel vient s'insérer donc un nouveau monde numérique dans lequel les gens peuvent s'immerger et naviguer à travers un avatar. La notion d'avatar revient. Et en fait, dans son monde, là, dans Snow Crash, Stephenson construit le monde numérique juste un boulevard où les gens et les développeurs peuvent en fait construire un petit peu leurs immeubles, se refaire une vie, et où un tas de panneaux publicitaires viennent s'insérer, et le monde numérique tel qu'il l'exprime a été inventé enfin, a été créé, conçu pour inventer des tas de choses qui n'existent pas dans la réalité. Donc, c'est une vision très 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 triste, on va dire, du métavers. C'est dommage que la définition vienne de là. Je crois que oui, je me l'étais noté quelque part. Oui, mettez une affiche ou un immeuble sur le boulevard étant l'univers virtuel, et les 100 millions d'habitants de la Terre, les plus riches, les plus branchés et les plus influents, le verront chaque jour de leur vie. Alors, oui, ça, j'en conviendrai volontiers. C'est une vision assez triste, comme je disais, des métavers. Peut-être pas sans lien avec la vision qu'un certain PDG d'une boîte un petit peu sur les rotules en ce moment, avec des yeux globuleux et des avatars un petit peu moches, pourrait proposer. En toute ressemblance fortuite serait tout à fait fortuite, justement. Au début, alors, ça c'était en milieu des années 90. C'est aussi une période où les jeux vidéo en fait commencent à se développer, et une période où Internet arrive dans le monde, arrive dans nos vies, et en parallèle des jeux vidéo se développe. Et donc la rencontre entre Internet et les jeux vidéo a dit, je l'ai déjà mentionné, mais les MMORPG, donc les jeux de rôle multijoueurs en ligne, qui ont vraiment en fait façonné la conception des environnements virtuels au début des années 2000. Et on s'est rendu compte que la technologie virtuelle, à travers les jeux vidéo et aussi à travers le web, pouvait créer des comportements parasociaux dans ces environnements-là. Ça a débouché sur plein de projets. Je vous en cite un particulier qui a quand même un petit peu marqué l'histoire de la conception des métaverses, qu'on qualifie assez régulièrement de proto-métavers. C'est Second Life, donc peut-être que vous en avez entendu parler, c'est un petit peu vieillot maintenant, mais ça apparaît en 2003. Et en fait, l'éditeur de cette expérience, de ce qu'on peut appeler ça un jeu vidéo, mais disons jeu vidéo, disons jeu social,
C'est un MMORPG en fait sans scénario, dans lequel les gens en fait sont invités à sociabiliser, à créer sur un monde persistant. Donc, comme je vous disais, donc les changements apportés par les utilisateurs restent dans l'environnement virtuel et ça enrichit l'expérience commune et chaque utilisateur est invité à se créer son avatar, à louer des espaces virtuels, à interagir socialement avec les autres utilisateurs. L'accès du jeu était gratuit à l'époque et l'éditeur en fait essayait de gagner de l'argent avec des taux de change, mais donc c'était déjà un modèle un petit peu alternatif. Et quand même, ce monde virtuel obtient un assez grand succès au plus haut. Je crois que c'est une vingtaine de millions d'utilisateurs, avec, je crois, quelque chose comme 100 à 200 000 utilisateurs connectés au plus haut de la pique de popularité. Après, cela restait une expérience quand même relativement limitée. C'était sur écran, interaction avec clavier souris, et comme vous pouvez le voir graphiquement, pas si abouti que ça. Mais quand même, ça a permis des usages sociaux relativement complexes parce qu'on a vu l'émergence de communautés avec des objectifs très très différents, artistiques, culturels, éducatifs, voire même politiques. Je crois bien que je sais plus si c'est en France, mais je sais qu'il y a eu une campagne présidentielle de je sais plus quel pays européen qui avait fait quelques meetings sur Second Life. Je crois que ça avait bien bidé à l'époque, mais à revérifier par contre. Donc, au niveau du métavers, c'est quand même déjà beaucoup plus limité en termes d'expérience concrète, parce que comme je vous le disais, c'est un concept, c'est quelque chose vers lequel on tend. Et pour l'instant, comme je vous fais l'historique et qu'on est sur les trucs, début des années 2000, c'est pas encore très très évolué, et donc on va dire qu'on n'a pas pu on n'a pas pu utiliser encore toutes les technologies immersives, même si certaines étaient déjà existantes. Au niveau de la réalité virtuelle, des années 60 aux années 90, c'est les premières innovations, les premiers jalons, les premières commercialisations, comme je vous l'ai dit. Par contre, entre les années 90 et les années 2010, il y a un énorme trou en termes de propositions, en termes de projets, en termes d'innovation, qui s'explique assez facilement en fait au niveau du prix. Les prototypes et les produits commercialisés étaient beaucoup trop chers et donc intéressaient principalement l'industrie spécialisée et la recherche. Et en fait, avec la mondialisation au début des années 2000 et avec Internet, il y a une diminution drastique des coûts que ce soit les écrans, que ce soit les capteurs. On commence à concevoir des centrales inertielles. Donc les centrales inertielles, ce sont les capteurs qui permettent en fait de traquer les mouvements de la tête en rotation et en déplacement, pour faire simple. Et ces diminutions de coûts drastiques amènent à reconsidérer au début des années 2010 ce genre de technologie, particulièrement avec un projet. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup de personnes à l'honneur, enfin, personnellement, mais je pense que ce gars-là, quand même, mérite un petit peu l'hommage. Si vous vous intéressez un petit peu au domaine, vous avez très probablement entendu parler de lui. C'est Palmer Luckey, à l'époque, jeune ingénieur. Je ne sais même pas s'il était déjà diplômé quand il a lancé, en fait, Oculus avec un associé, qui avait pour but, en fait, de créer un casque qui soit très abordable et beaucoup plus performant que ce que proposait le marché actuel. Pour la petite histoire, il s'est intéressé à la réalité virtuelle exactement comme je vous le décrivais, en fait, par des œuvres de fiction. Il s'est intéressé, je crois, alors lui, il avait décrit ça déjà Matrix. Je crois qu'il s'est intéressé aussi à tout ce qui était littérature japonaise et manga. Et il s'est dit, ça me passionne, je veux recréer ce genre de choses. Et donc, ça aboutit en 2012 avec la sortie du premier développeur kit Oculus Rift, qui va révolutionner un petit peu en fait le, euh, le marché en fait des casques, parce que c'est la première fois qu'on proposait un casque qui coûtait moins de 1000 $ en fait. Avant, un casque de réalité virtuelle, c'était entre 3000 et 6000 $. Un autre projet qui a encore plus accéléré les choses et dont je vais parler un peu plus, c'est le HTC Vive. Donc le HTC Vive en fait résulte de la collaboration d'une entreprise américaine, Valve, qui est éditeur de jeux vidéo, et de HTC, donc qui fait des téléphones, taïwanaise, une collaboration assez amusante, et qui aboutira en fait au casque qui va vraiment, là pour le coup, révolutionner le marché,
À sa sortie, je sais plus combien il coûtait, mais aujourd'hui, enfin, en 2018, quelques années après sa sortie, on se le procurait pour 300 euros. Un système donc casque plus manette plus les caméras qui permettent de suivre les mouvements en temps réel. Donc ça suit l'initiative d'Oculus et ça commence à un petit peu institutionnaliser ou en tout cas acter le fait que la réalité virtuelle se passe avec des casques de réalité virtuelle. Donc qu'on occulte la perception, la vision en tout cas du corps réel et qu'on se déplace dans ce qu'on appelle des room scale, donc des pièces de réalité virtuelle délimitées par des caméras qu'on appelle Lighthouse. Je reparlerai un petit peu de la technologie. Et donc en fait, le casque fonctionne sur un mode inside out. Donc je vous fais une description rapidement ici. Les caméras projettent des rayons LED et laser vers le casque et les manettes et ont un retour directement pour approximer votre position. En parallèle de ça, pardon, se développent des plateformes de développement. Je pense particulièrement à Unity et aux différentes librairies comme SteamVR qui permettent vraiment, de développer, de démocratiser donc l'achat et l'utilisation par des particuliers de ce genre de matériel et de rendre la recherche encore plus florissante. Au niveau de la réalité augmentée, ça apparaît, enfin, ça ne renaît pas à proprement parler, mais on commence à penser à des technologies un peu plus abouties. Au même moment, au début des années 2010, je vous parle rapidement du projet Google Glass. J'avais parlé un petit peu du flop qu'avait été le Virtual Boy de Nintendo. Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler que les Google Glass ont énormément déçu en termes de... Bon, c'était un gros flop commercial, énormément de promesses non tenues. Et aussi, du coup, comme après l'engouement et que le public et aussi la communauté de recherche et la communauté enthousiaste de VR a eu par rapport au projet d'Oculus et de Vive, on commence à voir fleurir quelques projets par-ci par-là. Oh pardon, j'ai dit quelques projets. Non, non, non. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de projets. Ça commence. Microsoft s'y met, Samsung s'y met. Bon, Valve fait son truc de son côté, HTC fait son truc de son côté. Des boîtes se créent pour leur propre truc. Oculus se fait racheter par Facebook. Facebook s'y met. Un délire. Vraiment, on a une pluralité d'offres aujourd'hui, que ce soit en termes de réalité virtuelle, en termes de casque de réalité augmentée. Aujourd'hui, à la pointe de la technologie, c'est Microsoft qui propose, ça, c'est l'HoloLens. Je vous ai mis une image juste là. Ça, c'est l'HoloLens 1, je crois. Bon, le but, comme je disais, c'est pas de faire catalogue, mais c'est vous faire comprendre que ces 10 dernières années, il y a eu plus de propositions dans ce domaine-là que sur les 30 ans qui ont précédé. Et d'une certaine façon, c'est normal, la technologie des casques, en tout cas, est arrivée à maturité. Donc on propose des choses beaucoup plus abouties, beaucoup plus intéressantes en termes de prix et avec des performances beaucoup plus élevées. Maintenant, on a fait un rapide tour déjà de l'histoire, des casques actuels, bon, même si je ne vais pas entrer dans le détail. Concrètement, de quoi est-on capable en termes de technologie immersive aujourd'hui? Alors, il y a un premier point dont il faut discuter, c'est les capacités de calcul et les rendus graphiques dont on est capable aujourd'hui. Le screenshot que je vous mets à l'écran est tiré des dernières, pas des dernières, je ne sais pas s'ils en ont fait depuis, mais d'une des dernières démos de Epic Games pour leur moteur de jeu, enfin leur moteur graphique Unreal Engine, qui est relativement connu, et si vous vous intéressez un petit peu aux jeux vidéo ou au développement graphique, vous en avez probablement entendu parler, pardon. Et donc ça, c'est qu'un screenshot. J'essaye de vous intégrer un petit extrait. Vous allez voir, c'est assez bluffant en termes de réalisme. Il faut se dire quand même que tout ça, c'est rendu en temps réel. Donc ça veut dire que bon, ça reste pour du jeu vidéo classique, on va dire.
c'est pour du rendu classique, donc clavier ou manette, mais c'est du temps réel. Donc ça veut dire qu'en termes de rendu graphique, on est quand même arrivé à un moment où eh ben, on pourrait presque s'y tromper avec la réalité. On a aussi énormément progressé en termes de mise en réseau et contexte social. Je vous décris un petit peu aussi ici, c'est un screenshot de VRChat. Donc VRChat, c'est une plateforme de réalité virtuelle à laquelle on peut accéder avec un casque, où on va incarner un avatar qu'on peut se choisir et on peut interagir assez naturellement avec d'autres avatars. C'est l'évolution de plateformes sociales comme Second Life ou autres, mais dans un contexte de réalité virtuelle. Est-ce que c'est un proto-métavers ou est-ce que c'est une itération déjà d'un métavers? Je vous laisserai juge de ça. Moi, je considère que c'est déjà une première expérience d'un métavers. Et on a énormément aussi progressé en termes de technologie de réalité virtuelle pour l'interaction. Alors, la capture d'écran est un petit peu vulgaire, j'en conviens. En fait, elle est issue d'une démo, c'est vraiment un jeu de démo qui accompagne le casque dont je vous ai parlé très brièvement. Valve, donc, qui a collaboré avec HTC pour produire le HTC Vive, en 2019 a sorti le Valve Index, un casque de réalité virtuelle, un des meilleurs du marché actuellement, selon moi. Pas tant en termes de réalisme et en termes de technologie au niveau de l'écran, mais plus en termes d'interaction. Les mains que vous pouvez voir là, en fait, l'utilisateur tient juste les manettes et dans ces manettes, il y a des capteurs capacitifs, ce que je vous décris juste là. Et en fonction de la préhension de l'utilisateur sur la manette, eh bien, on va être capable d'animer les mains de l'utilisateur et d'avoir des capacités d'interaction au doigt près, en fait. Et donc, dans cette démo-là, vous pouvez jouer à pierre-feuille-ciseaux avec un petit robot et quand vous lui faites des doigts, il vous regarde méchamment. Donc, en termes d'engagement de l'utilisateur, on commence à arriver à un niveau où on s'amuse bien et on arrive à interagir de manière plutôt réaliste. Ok, c'est peut-être très beau, c'est peut-être très engageant et les interactions sont peut-être de qualité, mais ça sert à quoi? Concrètement, la réalité virtuelle et les technologies immersives trouvent peu à peu leurs différents domaines d'application. Alors peu à peu, pour certains, quand je vous dis la réalité augmentée, a trouvé certains domaines d'application depuis plus de 20 ans. J'essaye d'en évoquer quelques-uns. Encore une fois, ce ne sera pas exhaustif. C'est très compliqué en plus de suivre parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se réclament de ce genre de technologie alors que c'est relativement peu développé. Ou à l'inverse, des projets qui pensent ne faire que de la technologie, mais qui en fait sont des applications en termes d'interaction ou en termes de simulation, des choses très intéressantes pour ces technologies-là. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le marché global des technologies immersives, à la louche, c'est très difficile à évaluer, encore une fois, mais on est dans la dizaine ou plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2022, sachant qu'on était à quelques centaines de millions de dollars il y a 10 ans. Donc c'est un x100 quand même très intéressant qui montre une dynamique qui est là et qui continue, qu'on espère continuer en tout cas. Enfin, personnellement. Le premier domaine qui s'est emparé de la réalité virtuelle, comme je vous l'ai brièvement expliqué dans l'historique, c'était ce qu'on appelle l'entertainment, la première expérience en fait immersive. C'était un cinéaste et c'était pour une expérience proche du cinéma. Et c'est aussi eux les premiers qui s'en sont emparés avec les arcades, les cinémas, aussi les expériences de roller coaster, comme je vous décris ici. Je crois que ça, c'est dans un parc d'attractions américain, mais je suis clairement pas spécialiste de ces thématiques. Donc, en fait, vous avez tout l'aspect donc oreille interne et déplacement qui est présente avec bah, le roller coaster et l'immersion dans un autre univers qui est assuré par tout l'aspect réalité virtuelle. Donc, déjà, l'expérience à noter, c'est une rencontre entre une expérience visuelle et une expérience, on va dire, sensorielle riche en termes d'oreille interne pour les mouvements. On peut commencer à parler un petit peu d'audition aussi, des spatialisations du son.
Et peu à peu, on va se rendre compte qu'on va commencer à intégrer dans les simulations le sens du toucher aussi. Donc là, par exemple, aussi des expériences de cinéma plus immersifs. Je crois que ça, c'est le cinéma 3D du Futuroscope, si je dis pas de bêtises, où ils vous font un petit peu vibrer le siège et ce genre de choses. Pas de la réalité virtuelle à proprement parler, mais en tout cas de la technologie immersive pour ce genre d'application. L'inverse, se croire au cinéma depuis son salon avec des casques de réalité virtuelle, plein d'applis aujourd'hui, plein d'applis assez libres de droit qui existent du coup pour bah, virtualiser votre film et vous mettre dans des ambiances un peu plus immersives. Et aussi énormément de choses liées, on va dire, à l'aspect expérience artistique. Beaucoup de musées aujourd'hui qui utilisent la réalité augmentée, déjà, pour la reconstitution d'œuvres, mais aussi, deux, pour engager les visiteurs dans de la reconstitution, dans de la mise en contexte, ce genre de choses. Un autre gros secteur, évidemment, qui est aussi, lui, historique, c'est le domaine du jeu vidéo. Je pense que j'ai pas besoin de rester très très longtemps sur Pokémon Go. Vous voyez tous le côté vidéoludique. Là, on est sur de la technologie de réalité augmentée, pas très très compliqué en plus. Hein, vraiment, ça c'est quelque chose qui aurait pu arriver avant que Pokémon Go sorte. Pourquoi ça s'est pas fait, je saurais pas vous dire. Tout ce qui est réalité virtuelle, euh, par exemple donc là on est sur du jeu de rôle, je crois que oui, c'est écrit en bas, c'est Skyrim. Donc Skyrim qui est à la base normalement un jeu PC très 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 formel et qui a été adapté à la réalité virtuelle. Et en fait, on se rend compte que la communauté autour de ce jeu-là est très très engagée et très vivante et en fait propose souvent elle-même ses propres améliorations, ses propres formes d'interaction. Donc ça, normalement, à la base, c'est une petite vidéo où le gars va tirer à l'arc en fait avec des mouvements et utiliser parfois même essayer en fait d'intégrer des élastiques entre les deux manettes pour avoir la tension de l'arc. Et là, comme je vous disais, on commence à intégrer en fait d'autres sens que juste la vue assurée par le casque et l'audition assurée normalement par des écouteurs ou si votre casque a des écouteurs intégrés. Autre jeu très 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 populaire, ça s'appelle Beat Saber, jeu de rythme. Ça marche relativement bien et c'est plutôt engageant. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, c'est souvent un des jeux qui est proposé pour tester les technologies de réalité virtuelle. Et là, pas vraiment application, mais plutôt ce que le gaming en fait cherche à proposer peu à peu pour les expériences de réalité virtuelle. En fait, commencer à intégrer littéralement les déplacements. Donc là, c'est une plateforme avec une très très basse friction et des chaussures spécialisées pour pouvoir en fait se déplacer dans les trois directions, vraiment simuler des objets virtuels, là, une sorte de fusil. Et en fait, quand on est coupé du monde réel par le casque, comme on ne se voit plus, eh ben, la sensation d'immersion est encore plus importante. Les applications un petit peu plus sérieuses quand même, au niveau du médical, en termes de simulation et entraînement des futurs chirurgiens. Donc, je crois que c'est Virtamed qui propose des dispositifs pour entraîner les chirurgiens. Donc, c'est une entreprise qui produit qui vend en fait des solutions clés en main d'entraînement. Euh, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est mixte. En fait, vous avez des écrans qui cherchent à rendre en 3D, mais vous pouvez intégrer des casques. Et là où c'est très très innovant, par contre, en fait, c'est en termes de retour tactile, en fait, en termes de toucher. Il est temps pour moi d'introduire d'ailleurs le mot qui permet de définir l'expérience du toucher en réalité virtuelle. On utilise le mot haptique. Et donc le terme haptique, concrètement, signifie le sens du toucher, mais signifie le sens du toucher en termes de tactile, donc sensation cutanée, et aussi en termes de perception des mouvements et en termes d'effort dans les articulations. Et donc, il propose des solutions très, 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 très innovantes en termes de sensation haptique pour avoir vraiment l'impression de venir opérer des tissus pour rendre l'entraînement à l'opération beaucoup plus réaliste.
les réalités immersives les technologies immersives sont très très utilisées pour tout ce qui est simulation professionnelle, donc que ce soit des simulations d'entraînement, pour la sécurité, pour la formation de leurs agents. Là, une petite utilisation d'un cave au niveau, donc chez les policiers, mais c'est une technologie qui est aussi très très utilisée dans le militaire et particulièrement l'aéronautique. Et pour l'aspect purement éducatif et ludique pour les enfants, là, une petite application qui est disponible, je crois, sur Android pour apprendre des noms et pour faire le lien entre des animaux, des noms. Enfin voilà, on a des cartes et on est capable d'avoir une représentation 3D du mot présent sur la carte. Et enfin, une dernière application qui est pour moi en fait la plus intéressante en termes d'implication sur la réalité, enfin sur les possibles de ces technologies immersives, c'est l'aspect thérapeutique. En fait, on s'est rendu compte qu'en soumettant des patients à des expériences phobiques, par exemple ici la peur du vide, sur plusieurs séances, on s'est rendu compte que par habituation, on était capable d'aider, voire de soigner complètement ces patients de leurs différentes phobies. Alors là, comme je vous dis, c'est la peur du vide dans cette application. Je ne sais pas si c'est très très visible, mais l'utilisateur marche sur une planche qui est donc à 5 cm du sol, mais en fait, il a l'impression d'être à 200 mètres au-dessus du vide, et au bout de la planche, il doit aller sauver un petit chat qui est présent donc sous forme de figurine là, dans la réalité, et sous forme de modèle 3D dans la réalité virtuelle. Et en confrontant l'utilisateur à ce genre de scénario, en fait, on, on trompe le cerveau, on le met dans une situation de stress, et cette situation de stress, qui est quand même rationalisée parce que l'utilisateur, il y a des gens qui oublient totalement, mais en moyenne, l'utilisateur n'oublie pas qu'il est dans un contexte sain et sécurisé. Et il va pouvoir s'habituer peu à peu à ce genre de situation. Et on se rend compte même que déjà, ça active des zones du cerveau qui sont absolument indifférenciables de la réalité. Et par ces activations de zones du cerveau aussi, on se rend compte qu'on peut faire de la rééducation. Par exemple, pour des patients qui ont subi des AVC, très souvent liés à tout ce qui est interface cerveau-machine, dont je parlerai rapidement dans les technologies prospectives, mais c'est en dehors de mon domaine de compétences. Donc, si vous avez des questions, je pourrais essayer d'y répondre, mais ça me paraîtra quand même plus difficile. Et enfin, on commence aussi à avoir des expériences de réalité virtuelle qui cherchent à s'intéresser à des expériences que je qualifierais en anglais, en fait, on utilise le terme de meaningful, mais en tout cas des expériences en français qui font sens, entre guillemets, des expériences proches en fait d'expériences qui vous apportent en fait une sensation de satiété cognitive, donc qui vous a apporté quelque chose en fait, comme si vous avez fait une belle expérience dans un concert ou une expérience de danse ou de musicale. Certains, enfin, je sais qu'il y a des travaux qui s'intéressent aux expériences même quasi religieuses de la réalité virtuelle. Alors ça, c'était un rapide tour des applications. J'ai commencé un petit peu à évoquer en fait déjà l'aspect prospectif parce que les dernières applications que je viens d'évoquer sont déjà beaucoup plus proches de la recherche que des applications industrielles. Et donc, on a une utilité à tout ça, mais où est-ce que ça nous mène? Alors déjà, j'ai peu insisté, parce que bon, relativement peu de temps sur cet aspect-là, mais une, une notion clé à retenir de toutes ces technologies-là, c'est la notion de multisensorialité. Plus vous allez intégrer les sens humains à l'expérience de l'utilisateur dans ces technologies immersives, et mieux vous allez les intégrer, meilleure sera l'expérience de l'utilisateur, et au plus il va se sentir immergé dans votre expérience et potentiellement se croire dans la réalité. Nous sommes déjà capables, comme je vous disais, de faire des choses très très abouties en termes visuels, parfois même en termes sonores, en termes de spécialisation du son. Les dernières recherches sont très très probantes à ce niveau-là. Là où il reste beaucoup à creuser,
c'est au niveau du sens du toucher, au niveau de l'haptique, comme je vous disais, et le sens de l'odorat et du goût. Mais je pense que ça, sans parler de retour chimique, en fait, ça me paraît très, très difficile et ça sera plus que du moyen terme, probablement. Au niveau de la représentation des participants, je vous avais dit qu'on allait y revenir. La notion d'avatar, aujourd'hui, on est capable de faire des choses magnifiques en termes de visuel. On est même capable d'aller mettre des scans 3D de personnes directement sur des avatars pour qu'ils aient l'impression que ça soit le leur. Mais on s'est rendu compte, en fait, déjà il y a il y a un bon bout de temps, qu'on était très très vite limité sur le réalisme avec ce qu'on appelle en fait l'effet vallée de l'étrange, la Uncanny Valley, qui stipule en fait, c'est une sorte de paradigme de la robotique. Plus on améliore le réalisme visuel de quelque chose qui n'a pas le comportement d'un humain, plus ça va nous déranger quand on s'approche d'un visuel trop proche justement de la réalité. Donc en fait, ce robot est très très beau, mais comme il n'a pas les expressions faciales d'un humain normal, il y a un aspect dérangeant. Et en fait, on est bon, ça fait une dizaine d'années qu'on a touché ce mur-là, mais on ne sait pas encore trop comment l'outrepasser. Enfin, si on sait, il faut améliorer l'interaction et le comportement en fait de nos représentations visuelles. Ça m'amène aussi rapidement à parler de l'aspect cognitif de l'avatar, ce qu'on appelle en fait le processus d'incarnation. Comme je vous ai dit, on arrive à tromper notre cerveau sur le long terme en fait par des immersions de qualité en fait, à croire que l'avatar qui nous a été donné, notre représentation, fait partie de nous, est une extension ou un autre corps que l'on possède. Et bon, donc là, c'est une expérience un peu historique qui a permis de mettre en évidence ce genre de processus, qu'on appelle le processus d'incarnation, sur un truc très très réel, d'une main en caoutchouc. Mais en fait, quand on est incarné dans un corps, on va avoir des réactions de défense vis-à-vis de ce corps, même si en fait, ce corps ne nous fera subir aucune douleur et aucun dommage réel. On va quand même avoir des réactions réflexes et c'est un processus qui se transpose très très bien en réalité virtuelle. À terme, je pense que dans les prochaines années, on va commencer à voir apparaître, donc, je vous ai rapidement parlé, hein, des interfaces cerveau-ordinateur ou cerveau-machine qui vont essayer de faciliter l'interaction entre les environnements virtuels et l'utilisateur. Ici, un casque avec une interface qui nous permet juste de faire des choix par la pensée. C'est des technologies qui se développent énormément depuis 15 ans, mais qui sont encore peu matures, on va dire, pour de la commercialisation. Et forcément, déjà des projets un petit peu fous, comme le projet de Neuralink d'Elon Musk, qui vise en fait directement à intégrer ça dans le cerveau. Mais là, on est à la limite du transhumanisme, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, ce genre de notion m'amène sur une transition assez facile sur les enjeux éthiques et sociétaux que les technologies immersives posent. Il y a une première notion assez évidente, c'est celle des données personnelles et de la sécurité. Dans les environnements virtuels actuels, que ce soit des sites internet ou autres, vous donnez vos données personnelles, que ce soit lors de l'inscription, mais aussi lors de vos comportements. Les comportements d'achat, de clics, visite des pages web. On sait aujourd'hui que ce sont des données qui sont réutilisées pour en apprendre plus sur les consommateurs. Alors imaginez dans un environnement, mettons un métavers quasi parfait, où vous vous déplacez en 3D, et en fait, les données qui sont utilisables par les commerciaux sont vos données de réveil, de déplacement pour des gens qui boitent, par exemple, le ciblage sur des prothèses. Enfin, on imagine qu'il y a qu'il y a qu'il y a des biais, enfin des possibles assez terrifiants. Et en termes d'identité, chacun de nos mouvements, chacune de ces données-là est encore plus identifiable. Et donc, en termes de sécurité, l'interconnexion avec tout ça, il va falloir être capable de séparer les différents
les différents métavers, si il y en a une multitude, et d'être capable de contrôler un petit peu dans quels environnements on a envie de retrouver nos données. Forcément, la notion de réalité et d'identité, la notion d'avatar va nous pousser peu à peu à se projeter en fait dans cette représentation qui sera nous en fait, qui sera une partie de nous, mais dans un environnement virtuel, et potentiellement, potentiellement déjà être identifiable, et deux, avoir des troubles d'identification entre la réalité et la virtualité. C'est un petit peu de la science-fiction aujourd'hui, mais le processus de désincarnation est déjà observable, principalement suite à des AVC, mais aussi suite justement à des expériences trop prolongées de réalité virtuelle. Donc ça m'amène très rapidement à ce point-là, la notion de la santé mentale et de l'addiction. Dans une société où les jeux vidéo et en fait l'attention, l'industrie de l'attention est telle qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie d'intégrer des technologies encore plus addictives parce que plus réelles et beaucoup plus engageantes sensoriellement parlant? Il va falloir être capable en fait de il va falloir être capable en fait de bien délimiter ça et de proposer une législation. Il y a énormément de travail aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont engagés dans l'aspect droit et juridique pour penser aux technologies immersives, à la notion d'avatar, comment définir une identité numérique. Les premières pierres ont été posées avec le RGPD au niveau de l'Union européenne, mais je pense que c'est largement insuffisant. Et d'ailleurs, il y a eu certains rapports proposés par des instituts de recherche français à destination, du ministère et du gouvernement pour penser en fait cette stratégie-là. Et donc ça m'amène rapidement un petit peu sur une ouverture. Je garde un œil sur l'heure et en fait je viens de l'atteindre, donc on va essayer de finir rapidement. Ça va me servir de conclusion, en quelque sorte. La réalité virtuelle, c'est un domaine très large. Les métavers sont à leur balbutiement. La réalité augmentée, comme je vous disais, est déjà un petit peu plus mature. Mais en tout cas, en France, on a des acteurs historiques. On est un des plus gros pays en termes de recherche. Pas le plus gros, ça c'est sûr, c'est impossible, mais on est très actif. Et historiquement, on a eu des pôles de recherche qui se sont créés. Par exemple, les aventures de Virtools, qui s'était fait racheter derrière par Dassault Systèmes et qui propose en fait un moteur 3D en temps réel pour du développement de réalité virtuelle. On peut penser aussi au Laval Virtual, qui était à l'époque de sa création le plus gros salon de réalité virtuelle dans le monde et aujourd'hui qui n'est plus que le plus gros salon européen. On a eu beaucoup d'acteurs, on a encore beaucoup de chercheurs, on a encore un tissu très dynamique. Et il y a encore, oui, comme je vous disais, il y a du travail qui se fait à destination des politiques pour penser ça. C'est une technologie qui est en pleine expansion. Il va falloir légiférer, il va falloir encourager, il va falloir réussir à déterminer un petit peu quelles sont les priorités en termes d'investissement, en termes de chaîne de valeur, quelles sont les briques essentielles. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, alors politique plus largement, mais en tout cas qui a une vraie question souverainiste, parce que on a pu le voir déjà premièrement avec Internet, où on s'est fait un peu damer le pion. Et ben ces mêmes problématiques se reposeront pour les technologies immersives. Il ne tient qu'à nous d'être les acteurs à ce niveau-là. Et en termes d'acteurs et de tissus, il y a déjà des gens qui travaillent à ça. Il suffit d'un peu de volonté et d'un peu de travail. Voilà, ce sera tout pour cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai au mieux. Et sinon, je rends au studio. Merci beaucoup pour cette intervention de qualité et très pédagogique. Je l'admets parce que, étant moi-même une bille en rapport avec tout ce qui est Internet et l'informatique, j'ai tout compris. Donc, je pense que niveau précision et pédagogie, on était bon. Je vais commencer par une question un peu taquine, même si elle ne l'est pas vraiment. Voulez-vous applaudir les efforts de l'UE dans la haute technologie, la création de champions européens et la protection des données des citoyens?
Alors bon, déjà là, on sort déjà de mon domaine de compétences. Si je reste dans celui-là, bah typiquement, moi, comme je vous ai dit, je suis en fin de doctorat. Mon doctorat était financé donc sur un institut de recherche français, mais sur des projets européens. Donc typiquement, il y a de l'argent qui est fourni par l'UE pour ce domaine-là. Après, pour être taquin en retour aussi, c'est de l'argent qu'on leur a donné à la base. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire de nous-mêmes de base? Je ne sais pas. En termes de création de champions européens, là, enfin, en quittant ma posture d'expert, j'ai envie de dire, s'il y en avait, on les verrait. Pour la protection des données des citoyens, par contre, je serais un peu plus mitigé quand même. Le RGPD, pardon, s'il est très loin d'être suffisant, est un pas dans la bonne direction. Après, à voir, est-ce que l'on sera capable de conserver tout ce qu'il promet et tout ce qu'il implique à long terme en termes de sanctions et autres. Mais là, comme je vous dis, c'est au-delà de mes compétences. Donc maintenant, nous allons passer à une question de Charles Cornic. Question: vrai risque d'accident physique avec des casques de réalité virtuelle? Point d'interrogation. Oh, alors bon, il y a un premier, un premier risque d'accident, c'est l'environnement réel qui est autour de vous. Ça, ça on ne peut que le répéter. Il faut faire ça dans un espace dégagé. Bon, en temps normal, c'est rare de se laisser prendre suffisamment au jeu. Euh, le risque physique, pour moi, se limite à ça. Le risque serait plutôt psychologique, en termes que ce soit remise en question du réel ou juste d'isolement, hein, d'isolement plus globalement. Les, c'est des technologies qui peuvent être prenantes, mais étant le nez dedans toute la journée, ça me paraît aujourd'hui difficile de penser qu'on est à un niveau suffisamment abouti pour que quelqu'un puisse se couper du monde réel pour ce genre de choses. Que ça soit un facteur qui participe à ça, pourquoi pas, mais que ce soit la raison unique ou principale, je suis mitigé. D'accord, merci beaucoup, c'est plus clair. On va rendre un petit remerciement à LJ44 qui a pris un abonnement de niveau 1. Merci à toi, camarade. Nous allons ensuite passer à une question qui est un petit peu moins rigolote. À quel point les États-Unis ont financé les travaux sur la réalité augmentée? Ah. Qui pose en même temps la question de: est-ce que serait-il possible que par hasard ils nous écoutent et voilà. euh... Question pas évidente. Alors, sur la réalité augmentée, hein, quand on reprend mon historique, ce que je vous disais, les premiers prototypes utilisables à un niveau, on va dire, pas industriel, mais en tout cas en contexte réel, c'est l'US Air Force. Donc vous vous doutez bien que, que ça vient pas de nulle part. Après, au niveau de la réalité virtuelle, enfin historiquement, je pense qu'ils y ont contribué, mais j'ai pas l'impression que ça a été un facteur déterminant. Par contre, si on parle de métaverse, je pense, même plus loin d'interface cerveau-machine, je pense par contre, oui, qu'ils sont à la pointe. Enfin, c'est des travaux qui sont réalisés chez Microsoft, chez Meta. Je vois mal leur gouvernement ne pas s'intéresser à ça. Après, c'est est-ce que la question est vraiment purement sur la réalité augmentée ou est-ce qu'on peut parler un peu plus largement parce Je que préfère, je préfère vous laisser développer comme ça au moins. bah alors disons si c'est au sens le plus large, à quel point au départ je pense que bah, on peut dire que c'est du 100%, hein, vraiment enfin vraiment les premiers développements de la réalité augmentée c'est américain, pareil pour les États-Unis. Maintenant la réalité virtuelle ça implique beaucoup de choses en termes de technologie, ils n'ont absolument plus la main mise. C'est quand même eux, enfin, ils sont parmi les leaders. Et je pense que la question vraiment importante, c'est
à quel point ils ont la main sur ce qui est proposé en termes de données et, et, de, et de direction que prend les recherches sur le métaverse. Je pense tout particulièrement à Facebook. Est-ce que Meta, enfin est-ce que Facebook ou Meta, est-ce que Meta est totalement libre dans ses directions de recherche, ou est-ce que il y a certains aspects du renseignement américain qui orientent dans certaines directions? Là, encore une fois, on est très très loin de mes compétences. Je pense que c'est plus du travail de recherche, soit en histoire, soit en renseignement, soit en géopolitique, que celle d'un simple chercheur technique. Merci beaucoup. On va poser une autre question à notre cher Charles Cornic, qui a été prolixe ce soir. Merci à lui. Quels sont pour vous les meilleurs films sur la réalité virtuelle? Que Ah. pensez-vous du film Avalon 2001? Ah, je crois pas l'avoir vu à Valon, du coup. Désolé, je ne pourrais pas répondre à cette question. Après, les meilleurs films. Alors, Len Mowerman, dont j'ai mis l'affiche, est un très bon film. Bon, forcément, moi je trouve que la série Matrix est très intéressante sur les réflexions, enfin la série des films Matrix. Après, en fait, globalement, je peux peut-être remonter dans la présentation, mais globalement, tous les films que j'avais sortis, tac, 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 me semblent dignes d'intérêt. Euh, je dirais quand même que là, c'est pas un film, c'est une série, mais qui a mis le doigt sur le plus de problématiques liées à toutes ces technologies-là, ça serait quand même Black Mirror. Qui, qui est pour moi, enfin vraiment, celle qui s'y intéresse de la façon la plus réaliste. Les impacts sociétaux que ça aura, différentes briques technologiques, parce qu'à chaque fois, c'est des petits aspects très précis. Et je pense que c'est la plus fidèle de ce à quoi on pourrait être exposé en termes de dystopie ou d'utopie sur les technologies immersives dans les 10-15 prochaines années. D'accord, je vais poser 2 questions qui sont un peu plus d'ordre philosophique, Avec donc plaisir. cette fois, je pense qu'on n'aura pas besoin de les afficher vu que je vais poser une question en 2. Est-ce que vous voyez un lien entre les métaverses et la phénoménologie? Phénoménologie philosophique qui se base sur la subjectivité de la conscience et l'intentionnalité pour affirmer la réalité du monde. Et la question qui était liée à cette dernière, pardonnez-moi, Non, non. attendez, on me l'a communiqué à l'instant. Bon, je vous laisse répondre à celle-ci et puis. Alors, donc, à quel point réalité virtuelle et métaverse sont liés à la phénoménologie étant comprise comme la philosophie qui pose la réalité comme une expérience subjective qui nous arrive par l'essence, si j'ai bien compris? C'est ça. Bah écoutez, déjà, ça me fait plaisir ce genre de questions parce que c'est exactement ce genre de thématique que moi je traite en fait en termes de projet de recherche. Et donc je vais vous répondre déjà simplement et je vais élaborer un petit peu derrière, mais pour rire, je pourrais vous dire, bah oui, c'est totalement lié. En gros, la réalité virtuelle, pour moi, en termes qu'objet de recherche, est intéressante pour ça, parce elle nous permet d'objectifier et de subjectiviser en même temps la réalité. Objectiviser parce qu'on va pouvoir contrôler les différentes briques de l'expérience. Donc en gros, on peut décider d'immerger les gens dans un contexte très très réel, euh, totalement proche de la réalité, un bureau, je sais pas, un truc proche de ce qui les entoure particulièrement. Et on va aussi subjectiviser l'expérience parce que on va potentiellement les immerger là-dedans au travers de quelque chose qui n'est absolument pas eux. Je m'explique. J'ai parlé de la notion d'avatar et de la notion d'incarnation. L'idée ultime, c'est d'avoir un avatar qui nous représente, qui est parfait en termes d'interaction, mais c'est très amusant de se rendre compte que déjà, on préfère beaucoup plus être incarné dans un truc même si c'est minimaliste, que rien du tout. Et on est quand même capable de ressentir un attachement émotionnel et empathique vis-à-vis.
je prends un exemple, hein, une boule juste qui se déplace, qui vole, qui flotte dans l'environnement immersif. Si, en fait, on l'expérimente à la première personne et qu'on se voit dans un miroir en tant que boule, on va être capable d'avoir cet attachement émotionnel envers cette boule qu'on va peu à peu considérer comme notre corps. Et en fait, pourquoi c'est intéressant en termes d'objet de recherche? Ça nous fait prendre conscience, nous, en tant que chercheurs, que déjà, ce qu'on appelle notre corps, eh ben, c'est différent de nous. Le corps biologique, hein, je parle là, ce coup-là. Notre réalité en tant que sujet pensant est différente de la réalité biologique objective de notre corps. Et donc, forcément, vu qu'on a un corps et vu que ça reste quand même le nôtre, il y a un processus qui se fait entre les deux, qui est un processus sensorimoteur de boucle de rétroaction, qui va faire que, oui, notre expérience de tous les jours et l'expérience de nos sens nous fait prendre conscience que ce corps nous appartient et qu'on peut le contrôler et qu'il est une partie de nous, mais la réalité virtuelle, si elle a un truc à nous apprendre, c'est que on peut déjà tromper ça. Le cerveau marche à peu près comme il est censé marcher, mais on est arrivé à un niveau technologique où on peut le tromper. Et deux, puisqu'on peut le tromper, c'est que c'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, ça va être le sujet. Et donc, forcément, oui, je pense qu'il y a des réflexions philosophiques très intéressantes à avoir. Alors là, vous m'avez fait une parfaite introduction pour 3 questions. Ah, La première, c'était: avez-vous entendu parler de l'accident du sang vicié de 2005 sur World of Warcraft? Cela a servi à modéliser des scénarios d'épidémie. Également, une autre question qui est: seriez-vous prêt à vous faire opérer par l'intermédiaire d'une structure métaverse? Et enfin, question concernant les responsables hospitaliers: est-ce que le métaverse pourrait servir d'entraînement aux médecins de manière régulière ou plus, c'est-à-dire se passer des cadavres, etc. alors, je vais répondre déjà à la deuxième question en premier lieu parce que non, désolé, j'ai pas entendu parler de cette affaire, mais je m'y intéresserai parce que c'est typiquement le genre de truc dont, enfin, la rencontre entre Internet, donc la possibilité de réseau et de mettre en lien plein de gens en même temps, en temps réel, et les jeux vidéo. Et donc, en fait, toutes les expériences parasociales, on s'est rendu compte quand même que les gens, quand on les mettait ensemble et qu'on les laissait évoluer dans un environnement qui avait des règles, un petit peu comme la réalité, parce que la réalité a des règles, eh ben, ils étaient capables de produire des choses très passionnantes. Donc, je m'y intéresserai, ça me plaît comme truc, c'est le genre d'anecdote que j'aime raconter. La troisième question, je crois que c'était: est-ce que vous accepteriez de vous faire opérer? La réponse est oui. Oui, tout à fait. En termes de précision mécanique, les robots qui font de l'opération, de la téléopération, sont bien meilleurs que certaines mains tremblotantes de chirurgiens qui n'ont pas forcément beaucoup pratiqué. Je crois qu'il y avait aussi tout un aspect sur l'entraînement et à quel point le métavers sera utile pour l'entraînement des chirurgiens. En fait, pas forcément le métaverse. Alors, on peut mettre à la trappe le côté métaversique pour ce genre de questions. Juste l'aspect réalité virtuelle ou réalité augmentée, c'est déjà le cas, hein. La question, c'est à quel point l'expérience est réaliste. Je dirais qu'on est sur un petit 4 sur 10 en termes de réalisme. Moi, de ce que j'ai pu tester, des technologies les plus abouties que j'ai pu avoir en termes. Donc là, vraiment, quand on parle de simulation, particulièrement sur les trucs chirurgicaux, ce qui va nous intéresser, c'est pas le visuel. Le visuel, on est déjà capable de faire des choses très bonnes. Ça va être le retour haptique, donc vraiment la sensation de toucher, les distinguer entre différents tissus, être capable d'avoir le petit tendon au milieu d'un tissu un petit peu adipeux. Enfin, vraiment, ce qui fait que le corps humain est complexe, c'est son enchevêtrement de plein de couches de tissus. Et c'est dans le retour haptique, dans la qualité du retour haptique, qu'on va être capable de dire, bah voilà, ça c'est une bonne simulation. Comme je vous disais, moi je pense qu'aujourd'hui, on est capable parmi les trucs les plus chers, on est capable de faire du 4 sur 10, je dirais.
D'accord, merci Si ça peut beaucoup. aider comme évaluation. Donc là, on va passer à la dernière question qui est un petit peu une question aussi de prospective, de CUC 666. Question: est-ce que le succès de la réalité virtuelle ne sera pas conditionné par un autoritarisme écologique? Exemple, vivre des expériences en VR Ah. pour moins se déplacer. Ah, ça alors c'est intéressant parce que cette question, je pense qu'il y a 2 aspects intéressants à considérer. Le côté le côté qui a été, proposé dans cette question, c'est en fait, c'est déjà un petit peu le cas, et le covid a accéléré ce genre d'utilisation. Le fait de vivre des expériences immersives pour, par exemple, visiter des endroits, je pense notamment à des, heu des agences de location ou des agences immobilières, en fait, plus globalement, pour visiter des lieux sans avoir à se déplacer, par exemple. Vous voulez acheter un truc à l'autre bout de la France, vous avez la flemme de faire 400 kilomètres, et ben, vous faites une première visite préalable en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Euh, le tourisme métaversique est une chose qui pourrait totalement exister. Euh, je serais, perso, enfin, c'est pas quelque chose dont je raffolerais, je pense, mais il y a des gens qui ont cette idée-là, qui essayent de la faire avancer. Est-ce que la technologie sera suffisamment immersive pour qu'on accepte d'aller visiter, je sais pas, les Bahamas virtuelles? Je pense que c'est totalement sur la table, que d'ici 10-15 ans, ça sera possible. Est-ce que les gens vont l'adopter? C'est déjà autre chose. Je pense qu'une majorité, pour l'instant, actuellement, la population a l'air comme de dire, bon, je préfère une expérience réelle. Il y a après, donc ça, je pense, c'était ce qui était compris dans la question. C'est vrai que l'autoritarisme écologique, entre guillemets, pourrait vouloir diminuer en fait tous les trajets et donc vous n'avez pas besoin d'y aller, vous avez l'expérience VR. Oui, bon après ça, je pense que c'est tout l'autre aspect. Je pense que le coût écologique de la réalité virtuelle et globalement en fait du métaverse, je pense quand même qu'on est sur des choses qui aujourd'hui ont leurs applications, mais si on devait revenir à un modèle énergétique de société, donc aller retourner vers une certaine sobriété, mon domaine serait un des premiers à sauter. Ou en tout cas à être beaucoup plus limité et à se réduire à des soit domaines d'application, soit domaines de recherche beaucoup plus restreints. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'en tenir ici, sachant qu'on a passé, énormément de questions et que celles qui avaient été déjà prévues d'avance étaient là pour meubler si on n'en avait pas. On a eu des très, très bonnes réactions et des gens qui vous remercient pour votre passage et votre intervention. Merci à eux, comme je vous disais, c'est très agréable d'intervenir. C'est un exercice très intéressant en tout cas. Et merci au cercle pour l'invitation. Ben, je vous dis, vous serez toujours le bienvenu, pour ce type d'intervention, surtout que dans les temps qui courent, les nouvelles technologies et leur multiplication sont parfois, un peu désorientantes. Enfin, on fait souvent référence aux travaux de Musk, ou même, pour les plus anciens, au créateur d'Apple qui parlait de transhumanisme à la fin de sa vie. Et bon, sachant les avancées techniques, technologiques et l'intérêt de plus en plus de gens sur le sujet, je pense qu'on aura beaucoup besoin de gens comme vous à l'avenir. Mesdames et messieurs, c'était le Cercle Aristote. N'oubliez pas, allez sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne Twitch pour nous suivre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant. À ciao, bonsoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.